Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 37, quelque chose ans. C'est la date d'aujourd'hui en fait. Et donc voilà, effectivement, je fais le guide depuis la bêta de GitHub, depuis mars 2008, parce que GitHub est sorti le 11 avril. Effectivement, je fais beaucoup de formations assez pointues sur Git et beaucoup de presse sur Git, etc. Parce que Git, c'est bien. Et avec GitHub, c'est encore mieux d'ailleurs, mais pas que. Et donc, je vais vous sortir des tas de trucs, des tas de pro tips en fait, le genre de choses qui font un peu la valeur ajoutée des formations. Donc comme ça, tu économises des sous, c'est cool. Sur des tas de petits pro tips où la plupart des gens en fait font pas du Git en fait. La plupart des gens font du subversion en Git. Et c'est triste, parce que c'est une très bonne manière de passer complètement à côté de la valeur de l'outil. En fait, pour pas faire ça, il faut lire la doc. Et s'il y a un truc que le développeur n'aime pas faire, c'est bien lire la doc. C'est à ça qu'on le reconnaît. En fait, le seul truc qu'il aime moins, c'est écrire la doc. Lire la doc, c'est compliqué. Et du coup, en général, on fait de la merde. Alors, pour commencer, quelque chose qui est formidable, c'est de faire des commits, ce qu'on appelle des commits atomiques. Donc des commits avec un seul sujet et le plus ciblé possible. C'est plutôt une bonne chose parce que ça va faciliter la vie derrière des gens qui utilisent ton historique. Et les autres, c'est toi dans 3 mois, donc rends-toi service. Sinon, tu vas te coller une baffe tout seul. Il y a un super gif anime que j'aurais dû mettre là, d'ailleurs, un mec qui se colle une baffe tout seul. C'est pas mal. Pour commencer, avoir un statut détaillé. Vous connaissez tous Git Status, c'est votre meilleur ami cette commande, vous devriez la lancer tout le temps avec la même régularité que vous faites CTRL-S, tu vois, quasiment. Ce qui est dommage avec Git Status, c'est qu'elle ne va pas en profondeur par défaut dans les untracked. Hein, c'est-à-dire quand tu as des noms, tu sais, tu viens de coller un énorme répertoire avec des tas de sous-répertoires, c'est une lib, un framework, n'importe quoi, et elle te dit juste genre vendor lib machin. Et pas tous les fichiers qu'il y a dedans, tu peux te faire avoir si tu fais git add point, tout d'un coup ton status il est énorme. Il y a un réglage, status show untracked files, qui va te permettre de rentrer en profondeur comme ça de base, et globalement c'est plutôt une bonne idée. Bien comprendre également ce que c'est le stage. Hein. La plupart des gens, quand ils viennent de Subversion, ils comprennent tout de travers. Tu vois, ils pensent par exemple que git add c'est comme svn add, mais pas du tout. Si vraiment c'est dur pour toi de comprendre que c'est pas la même chose, t'as qu'à utiliser git stage, ce qui est exactement la même chose que git add, mais au moins comme ça tu n'as pas tes réflexes cognitifs par rapport à SVN. Git add prend une photo, ça prend un snapshot de ce que tu lui donnes et ça le met dans le stage, qui est une sorte de colis où tu mets tout ce qui va partir au prochain commit. Le commit ne prend que ce qu'il y a dans le stage, ça ne prend absolument rien d'autre. Ce qui te permet donc de sculpter ton commit artistiquement avec exactement pile poil ce que tu veux dedans et pas le reste que tu committeras plus tard. Et donc, la plupart du temps, tu ne te fais pas chier à le faire, soit parce que tu as un outil graphique et tu coches une grosse série de cases, ce qui est une bonne manière de te tirer dans le pied, soit parce que tu fais git commit -a, tu sais, hein, et hop, ça auto-stage un peu la totale pour toi, ce qui est aussi pas une très bonne idée. D'abord, git commit -a, ça n'auto-stagera pas les fichiers qui ne sont pas déjà connus. Hein, donc tout ce qui est untracked ne sera pas pris, puisque git commit -a, c'est comme un git add -u. Il y a un quiz à la fin. C'est-à-dire que ça ne s'occupe que les fichiers déjà connus dans l'index, c'est-à-dire dans la base de données de Git. Donc la première fois qu'un fichier débarque, que ce soit via une interface graphique ou que ce soit manuellement, il faut que tu le git add, tu n'as pas le choix. Et si vraiment ça te gêne, fais un git stage. Mais on verra que faire des git add à la main, c'est pratique. Voir justement ce qu'il y a dans le stage, c'est-à-dire vérifier que tu n'as pas foutu de la merde dans ton colis avant de l'expédier dans le dépôt. Hein. Ça va se faire avec un git diff moins staged, anciennement moins cached pour les gens qui font du Git depuis suffisamment longtemps, mais personne ne comprenait pourquoi moins cached, alors on a fait moins staged. Et ça va te sortir donc le diff qui part dans le commit. Si tu préfères voir le snapshot, parce qu'en fait ce que le stage a, c'est un snapshot complet du fichier, si tu préfères vraiment voir le fichier tel qu'il va partir, tu as ce genre de petite syntaxe rigolote, 2.0, 2. On verra que c'est un cas particulier en fait, ce 2.0, mais 2.0 ça indique le stage, en gros. Donc c'est vraiment ce index HTML tel qu'il est dans le stage. Même si tu ne le vois pas dans status, c'est pas grave, ça veut juste dire que le stage est d'accord avec le dernier commit en date, le head, mais il y a toujours, le fichier est toujours dans le stage à partir du moment où il a été commité au moins une fois. Donc version diff, version snapshot, ce qui des fois est plus pratique. Ton diff, justement, par défaut, il est un peu naze. Hein. C'est pas spécialement le diff de Git, c'est le diff standard. Par défaut, ça pourrit la life. Tu vois, par exemple, ici, j'ai juste réindenté des trucs. Et donc, ça me fait un diff complet. Ça arrive tout le temps de réindenter les trucs. Hein, donc, c'est super chiant de se taper un énorme diff.
Parce que tu as normalisé, parce que l'autre connard utilise des tables et toi des espaces, tu vois, enfin, comme d'habitude. Hein, puis il en utilise 4 alors que tout le monde sait que c'est 2 espaces, tu vois, enfin bon, ouais. Là, tu as une espace en trop, il y en avait 2, alors machin. Et il te pourrit ta ligne. En git diff-w, c'est cool pour ça, parce que ça va ignorer tous les changements de quantité en white space. Donc tout ce qui est réindentation, tout ce qui est plein d'espaces là où il n'y en avait qu'un, un espace là où il y en avait plusieurs, les espaces en fin de ligne, 4 lignes là où il y en avait vide, là où il n'y en avait qu'une, tout ça, ça dégage, ça ne s'affiche pas dans le diff, ça te permet de voir plus clair tout de suite. Malheureusement, on ne peut pas le rendre obligatoire. Évidemment, si tu fais un langage à indentation, genre Python, CoffeeScript, Amel, Slim, Jade et tout ça, l'indentation ça compte, tu veux l'avoir dans le diff. Mais sinon, non. Par ailleurs, des fois, tu sais, si tu codes dans un langage où tu es payé au caractère, genre Java, Objective-C, tout ça, parce que c'est vachement plus rentable. Hein. Si tu fais du Ruby, il ne faut pas être payé au caractère. Hein. Je ne troll jamais. Je me l'interdis absolument, je trouve ça lamentable. Des fois, tu sais, tu as une ligne énorme comme ça et tu vois toute la ligne et ça fait 2 heures que tu la regardes et tu comprends pas ce qui a changé, en particulier parce que c'est une espace insécable littéral à la place d'une espace, donc tu peux crever, tu verras pas. Dans ces cas-là, tu vas vouloir faire soit un git diff --, workdiff, mais workdiff par défaut, si c'est sur du texte, genre du markdown ou autre, c'est pas mal, mais si c'est sur du code, c'est pas terrible parce que ça s'arrête aux espaces et dans le code, les délimiteurs, il y a beaucoup plus que les espaces. Donc tu vas utiliser workdiff regex. Bon, j'ai dit un gros mot, j'ai dit expression rationnelle. Là aussi, il y a 2 niveaux de développeurs, ceux qui ont maîtrisé l'expression rationnelle et les autres. Bah, les autres, vous êtes des nazes, quoi, qu'est-ce que je te dis. Mais il y a un super article sur GS Attitude pour les maîtriser. Il y a vraiment une autre vie après, tu deviens beau, riche et célèbre. Et là, tu vois, j'ai pas fait une expression rationnelle trop méchante, c'est juste point. C'est en gros, écoute n'importe quel caractère, même juste un caractère, c'est bon, c'est un mot, quoi. Et du coup, tu vois, par exemple, par rapport à tout à l'heure, où là encore, ça se voyait bien, ça va, c'était pas la mort, hein. Des fois c'est beaucoup plus dur, bah là tu vois il cible en fait, il dit regarde c'est ça qui a changé en fait. Tu vois. Ce qui est cool quand il te le met juste autour d'une espace, parce que là ça sent le poisson, tu vois, tu fais ah oui d'accord, il y a un espace insécable littéral, qui c'est qu'un Mac hein, parce que alt espace c'est l'espace insécable littéral, puis sinon il y a les pauvres gens sur Linux et Mac, enfin Linux et Windows, tu vois, qu'on n'a pas de clavier. Quoi. Et tu as une autre option qui est moins color words, qui va enlever les marqueurs, mais je vous la conseille pas génial parce que par exemple pour une suppression pour du white space, du coup tu vois pas. Si t'as pas les marqueurs plus ou moins autour, moi je veux bien coloriser une espace, mais ça va pas faire une grosse différence, tu vois. Donc, ça existe, mais... Et t'as une option, moi j'ai une option comme ça dans ma config, ce qui fait que quand je fais mon workdiff, comme une grosse flemmasse, parce que mon workdiff regex c'est vachement plus, même avec la complétion, bah ça fait en fait mon workdiff regex égale point. Donc moi j'aime bien, en général ça m'aide plus souvent que ça ne m'emmerde. Tu peux rajouter des morceaux de fichiers, parce que dans la vraie vie, ton esprit de développeur est un singe hurlant dans une cage, et tu sais, tu ouvres un fichier pour une raison précise. Tu vois, tu l'ouvres parce que, par exemple, tiens, il va... Ah, question. Tu vois pas le bas? Ah ouais, bah ouais, mais c'est parce que, comment te dire, la vidéoprojection est trop grande, en fait. Tu vois, parce que moi, je veux bien passer en mode méga plein écran de ouf. Attends, voir, c'est lequel? Parce que nous, tu sais, sur Mac, on en a plusieurs. Ah. Mais là, tu vois, là, je peux pas plus. Pourtant, il est calé pour 2024 768, hein, j'y peux rien si les organisateurs ont un problème de compas dans l'œil. C'est pas grave, t'en fais pas, les slides sont en ligne, tu vas les avoir, ok? T'inquiète pas. Il y a même une vidéo après, tu pourras la revoir et tout. Pas la leur, il y en a une autre. Il y aura peut-être 2 vidéos. Et tu ouvres ton fichier pour une vraie raison, tu vois, du style, je sais pas moi, tu retravailles sur une méthode précise, et puis pendant que tu fais ça, tout d'un coup, ton œil est attiré, tu vois, par d'autres choses dans le fichier. Tu sais, du style, ah mais c'est plus comme, ah bah tiens, il reste des consoles log. Tu vois, ou, ah bah tiens, on a... c'est plus comme, ah bah on a dit que maintenant on mettait les attributs langue partout, tu vois, oh le mec il a pas mis le bon attribut aria et tout, si tu te soucies de ça, t'es un beau gosse. Et donc tu sais, tu fais 12 000 modifs, et là tu vois, tu vas pour faire le commit, et là tu fais, ouais. Alors le marqueur absolu que tu t'apprêtes à faire une connerie, c'est que dans ton message de commit, soit tu vas vraiment lâcher l'affaire et ça va être genre stuff, fixes, lots of stuff, changes, work, hein. Donc un truc hyper utile à relire après, soit tu vas vraiment y aller pour de vrai, mais ça va être truc, plus chose, plus machin, plus bidule, plus truc, plus chose. Quand il y a des plus dans ton message de commit, you're doing it wrong. Hein. Ça veut dire qu'il faut le splitter, il faut le découper, et en fait, tu peux, avec un gitan-p pour patch, tu vas pouvoir en fait auto-découper ton fichier et choisir les portions qui partent au commit. Ça ne touche pas au fichier sur le disque, hein. C'est juste une sorte de Photoshop Express sur le snapshot que tu prends, hein.
et qui va te permettre de choisir lui oui, lui plus tard, lui oui, lui plus tard, etc. Machin. Tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Il découpe en fait sur les lignes communes. Si jamais tu as des lignes qui sont adjacentes, tu vois, le cas, attention, le cas vraiment boss de fin de niveau, quoi. Tu as deux lignes adjacentes, t'en veux qu'une, eh ben, tu vas choisir E là-dedans pour dire non, mais attends, je vais faire un edit live, tu vois, vraiment en mode Photoshop Express, tu vas prendre juste la ligne qui t'intéresse et tu committeras l'autre la fois d'après. Donc tu n'as aucune excuse pour faire un commit fourre-tout en fait, hein, mais vraiment aucune. Sauf que tu n'as pas lu la doc, mais c'est pas une excuse. Tu peux évidemment unstager, vous connaissez tous reset, vous savez peut-être pas pourquoi reset unstage, parce qu'il y a 5 modes de reset, mais c'est pas grave, je prépare un article sur le sujet. Mais tu peux faire la même chose avec des resets -p, c'est pareil, de la même manière que tu peux rajouter seulement des fragments, et ça la plupart des gens ne le savent pas, même ceux qui connaissent Gitane -p, tu peux unstager seulement des fragments. Tu vois, et quand tu le fais, franchement, t'es là, tu fais... Je suis beau gosse. Tu vois, non, c'est vraiment là, tu te dis, ça y est, là, je suis level 4, achievement unlocked. Tu vois, c'est reset-p, moi tout de suite, je sais que je peux déjà te donner ton premier niveau Git. Ouais. Tu vois, reset-p, surtout à l'intérieur d'un rebase-i, alors là c'est jackpot. Là, vraiment, tu gères. Alors, les renommages et les suppressions, souvent, quand tu renommes ou que tu déplaces, qui est la même chose, un fichier, mais autrement que par Git, tu fais pas un Git MV, tu es dans ton éditeur, tu es dans ton Finder, tu es dans ton explorateur, tu es dans ce que tu veux, hop, tu refactorises, tu sais, ça renomme ton bordel. Et là, quand tu git status, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un deleted et un untracked, parce que forcément, l'ancien nom, il est plus là. Oui. Et le nouveau nom, on ne le connaît pas. Ah bah voilà, on ne le connaît pas encore. Et quand tu git add, tranquille, avant Git 2 en tout cas, tu fais genre git add point, tu vois, tu dis, c'est comme dans le doute reboot, tu vois, c'est git add point, c'est genre, on sait jamais, ça devrait marcher. Et là, ça marche pas en fait. Git add point, tu vois le nouveau, mais tu vois plus le deleted. Et pourquoi? Parce que git add point, par défaut, avant Git 2 en tout cas, avant Git 2.0, donc notamment les Windowsiens parmi vous qui êtes scotchés à Git 9.4, hein, je veux dire, vous êtes sous Windows, vous avez d'autres problèmes. Eh bien, il ne prend que ce qu'il y a sur le disque, donc il voit les anciens noms, il les voit plus. Donc pour ça, tu as un Git add moins grand A ou moins all, qui est d'ailleurs le cas par défaut dans Git 2 quand on précise un répertoire, qui va effectivement prendre la totale, qui va prendre tout ce qu'il connaissait déjà, tout ce qu'il y a de nouveau sur le disque, il dédoublonne et il traite ça. Donc de cette façon-là, tu verras un renamed, voir si tu as modifié le contenu en même temps que tu l'as redéplacé, parce que tu es un ouf. Tu vas avoir un truc du style renamed 87%. Ça ne veut pas dire que tu as gardé 87% du nom, hein, ça veut dire que il a vu que c'était un renommage, et il y a 87% du contenu qui est globalement identique, donc c'est comme ça qu'il a su que c'était un renommage, tu vois, parce qu'il est hyper futé. Tu fais ça avec SVN, ça explose, il y a un chat qui meurt, enfin bon. Ton dernier commit, des fois, tu sais, tu viens de faire ton commit, et là tu t'aperçois que tu fais une connerie. Le cas classique, c'est que tu viens de rajouter une nouvelle ligue, tu vois, genre un nouveau plugin jQuery dégueulasse, et tu t'en sers dans ton code à toi, tu git ci-m, tranquillou, mais tout à l'ancienne, et là tu t'aperçois que tu viens de faire un commit qui utilise le nouveau plugin que tu n'as pas addé. Hein, parce que git ci-m va pas l'adder. Donc ce commit, il échoue, hein, c'est sûr. Alors, soit tu l'as fait version sur version, c'est-à-dire que tu as un nouveau commit dont le titre s'appelle du style « avec la PJ, c'est mieux ». Voilà. Puis ça va se voir que tu es un naze, c'est ça qui est bien. Soit tu amendes ton commit, en fait. Tu te mets dans la situation qui aurait dû être la tienne, c'est-à-dire que tu fais ton git add, et tu commit moins amend, en fait. Genre là, voilà. Éventuellement, même moins no edit pour dire « non mais c'est bon, le message, il était bon, tu vois. A priori, ton message de base, c'est pas « je me suis mis à utiliser select 2 et au fait, je me chie dessus », tu vois. Non, a priori, ton message, c'était « je me mets à utiliser select 2 tout court », a priori, c'est toujours valable. Tu peux faire la même chose si tu as versionné un truc en trop, du style les mots de passe route de la base, ou la clé privée du certificat du client, tu vois, des choses vraiment sympas. Ou des trucs cons, genre les logs, tu vois, les sockets, super. Donc ça, tu vas pouvoir les déversionner et amender de la même manière. Et du coup, ni vu ni connu, en fait. Le commit intermédiaire foireux n'existe que chez toi, en local, tu es tranquille. Hein, tu n'iras pas le pusher auprès des collègues. Pareil, si tu as foiré ton message, bon, je sais que les développeurs, de manière générale, s'expriment dans un français exceptionnel, vraiment d'une qualité rare, hein, il n'y a jamais de faute. EZ et ER, tout ça, c'est... Hein, qui s'en soucie? Mais du coup, tu viens de voir que tu as fait une erreur, une faute monstrueuse, et tu peux aussi te servir d'amende juste pour changer le message, tu vois. Peut-être c'était un excès de rage, peut-être que tu avais un message du style « Putain, Stéphane !» Tu vois, enfin voilà, parce que... Tu vois, genre « Fuck that guy !» Tu vois, c'est vraiment le... Et puis après, tu fais « Ouais, non, quand même, ça a mal passé, c'est moins de plus 1 en plus, et puis j'ai mon interview demain, donc bon... » Tu peux vouloir visualiser un commit, la meilleure manière, la manière la plus simple de visualiser un commit, c'est-à-dire et le message, les métadonnées et tout, et le diff éventuel, c'est git show. Git show, c'est carrément sous-utilisé comme commande. Tu lui files un truc, il regarde ce que c'est, il trouve le bon format, il te l'affiche. Que ça soit
un commit, par exemple, comme ici, un tag. Tu peux aussi lui filer ce truc-là extrêmement sympa. Tu vas lui filer un commit, ou donc ça peut être une tête de branche, évidemment. Et tu vas lui filer un chemin à l'intérieur du dépôt. Et à ce moment-là, il va juste faire un lookup dans la base de données de Git. Il va sortir le snapshot correspondant et il te l'affiche. Donc quand tu veux voir ce que valait le fichier bidule dans telle branche ou dans tel commit, c'est pas la peine de faire un checkout. C'est bon, quoi. C'est fini les copier-coller dans des buffers vides dans Notepad++. Hein. Surtout Notepad++, sans déconner. Pourquoi? C'est Notepad la partie clé, c'est pas plus. Hein, tu lui files ton commit, tu lui files ton truc, il te l'affiche. Il touche à rien sur le disque. Hein. Il t'affiche juste ce que valait le fichier dans ce commit-là. Donc c'est super pratique. Le stash, qui ici connaît Git stash? D'accord. Qui ici l'utilise mais sans faire Git stash save? Ouais, non mais vas-y, n'aie pas honte. Hein, voilà. Et qui ne met pas -u dans Git stash save? Ouais. Alors Git stash, par défaut, c'est super bien comme idée le stash. Tu sais, c'est ce qui se passe, genre, on est vendredi, il est 17h, t'es en plein milieu d'un bordel, t'as de load track, du modify, du tout ce que tu veux, du stage, c'est pas le moment de venir faire chier, c'est pas committable et tout, et c'est le moment où genre Jean-Kévin, le neveu du patron, descend, directeur commercial bombardé là-dedans, tu vois, et il fait « le Favico n'est pas assez bleu !» tu vois, et il veut pas te lâcher, quoi. Et tu vois, et là c'est vraiment la loose, quoi. Et de deux choses l'une, soit comme moi, tu es directeur technique et tu lui dis ta gueule, ça marche pas mal et c'est low-tech. Soit tu es genre un petit péon, tu vois, dans une SS2I, et là ta vie c'est de la merde quand même. Et là tu vas devoir gérer. Et tu vas devoir gérer ce blaireau, parce que c'est pas toi le fautif, c'est lui, Jean-Kévin, ou Jean Gandalf éventuellement, ce qui est plus rare. Donc dans ces cas-là, Git stash, mais Git stash, quand tu l'utilises par défaut, ce qui se passe, c'est qu'il te nomme ton stash d'une manière qui sert à rien. C'est un peu le hash de Hawaï. C'est-à-dire que quand tu sauves, tu fais git stash, machin, même moins éventuellement, hein, et il le sauve sous un truc qui dit alors c'est du boulot depuis le nom du commit d'avant. Tu vois, c'est un peu comme si j'arrive à 14h, je te dis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu me fais bah écoute, je fais ce que j'ai fait depuis hier. D'ailleurs, je t'ai expliqué ce que j'ai fait hier. C'est un peu la direction de trop, tu vois. Donc git stash save, tu vas pouvoir lui préciser le message. Ce qui est mieux, hein. Ce qui est plus pratique pour toi, parce que tu vas oublier ton stash ensuite. Ça, c'est la deuxième partie de la blague. Tu vas revenir lundi matin et tu vas passer la matinée à faire « Mais putain, je l'avais pas déjà fait, ça ?» Et c'est l'importance d'avoir un bon prompt. Tu vois, genre lui, là, cette variable-là dans le prompt qui va te mettre $1 dans le prompt, c'est pas que tu as gagné les thunes, mais c'est que tu vas éviter de gaspiller une matinée. Et -u, c'est pour sauver les untracked aussi, parce que sinon tes untracked, ils restent là, ce qui est pas trop une bonne idée, parce qu'en général, après un git stash save, tu check out sur l'autre branche, et tes untracked, ça va foutre le bordel. Donc git stash save -u va sauver les untracked. Et pour le restaurer, c'est pareil. Hein, tu fais un git stash apply. Hein, à vous. Qui fait git stash apply pour récupérer son git stash? Voilà. Hein, voilà. Alors, et tu fais pas -" index en plus. Hein. Alors, git stash apply, il y a un problème dans la vie, c'est que quand il applique le truc et que ça se passe bien, il le garde quand même, on sait jamais, des fois que tu voudrais te repourrir la vie plus tard. Parce que du coup, toi, plus tard, tu reviens et tu as complètement oublié que tu as appliqué le stage, tu le réappliques et donc tu régresses en fait. Hein. Donc, ce que tu veux, c'est un truc qui apply, et si l'apply marche bien, ça drop. Ce qui est exactement ce que fait git stash pop. Donc, tu utilises git stash pop, déjà en plus, c'est un peu plus, tu vois. C'est comme un peu le client qui sait pas ce qu'il veut, mais qui te dit je voudrais un design qui pop un peu plus, tu vois. Okay. -" index, c'est pour restaurer le stage, parce que git stash va sauver le stage, et c'est important le fait que tu as mis un truc dans le stage. Toi, tu as dit, ce truc-là, il est prêt, il va au prochain commit. Mais, pop, par défaut, ne va pas, ou apply, en fait, ne va pas restaurer le stage, parce qu'il a juste peur que ça touche à des fichiers que tu es touché aussi, et une fois n'est pas coutume, il va refuser d'auto-merger dans le stage, ce qui, pourtant, en général, ne dérange pas Git. Donc quand même, essaie, tu vois, essaie avec le moment index. Au pire, il va gueuler en disant « Ah non, parce que machin, HTML, bidule, là tu l'as retouché entre-temps, moi je veux pas, j'ose pas, tu comprends, machin. » Et donc tu enlèveras le moment index et tu referas ton stage. Mais par défaut, essaye. Ça aussi, ça nous fait gagner du temps. Ça, c'est pour les commits. Parlons du log. La plupart des gens n'utilisent pas git log parce qu'il faut bien le dire, c'est de la merde. Au niveau de l'affichage, git log, ça t'affiche beaucoup de choses dont tu n'as rien à foutre. Et pas du tout les choses qui t'intéressent. Donc la plupart des gens, en général, font un petit alias, tu vois, à coup de one line decorate, tout ce qu'ils veulent. Alors moi, en général, j'utilise celui-là. Donc là, tu es content que les slides soient en ligne, parce que si tu dois le retaper, tu es moins content. Et en fait, du coup, j'utilise pas du tout de visualiseur graphique de log, parce que ce truc-là marche partout, y compris en SSH sur le serveur de prod, ce que bien sûr personne ne fait jamais. Et ça t'affiche le graphe, c'est même color-codé, t'es content de ne pas être le mec qui a codé l'algo qui décide que là c'est pipe ou tiré ou slash ou backslash ou underscore.
hein, parce que les mecs le font en C en plus, donc il faut 5 lignes pour concaténer 2 chaînes, c'est quand même assez compliqué. Et il va te faire toutes les décorations. Donc c'est-à-dire les décorates, il va te sortir les références symboliques, les branches locales, les branches distantes, les tags, etc. Et moi ici je le tune, tu vois, j'ai la première ligne du message de commit, j'ai même le nom de l'auteur et même la date en relatif, parce que moi ça me parle plus, mais c'est facile à changer. Donc j'ai toutes les infos que je veux, super rapide. En plus de ça, Gitlog, cette commande elle est extraordinaire parce que Gitlog a des tonnes d'options de ouf. En fait, il y en a plus de 250. Donc là, déjà, tout le monde se barre en courant. Dont 200 sont communes avec diff. Ah bah, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Qui te permettent de filtrer le log à une vitesse de dingue et beaucoup mieux qu'en faisant un pipe grep derrière, ce que le truc a surtout pas faire. Tu vas pouvoir filtrer sur les messages, toutes les lignes. Tu vas pouvoir filtrer sur les auteurs juste en mettant un fragment de nom ou d'email. Ou sur les committeurs, tu vas pouvoir filtrer sur 1 milliard de trucs. Je vais vous montrer les filtrages de fou. Tu peux filtrer, bien sûr, c'est comme le diff. Tu peux mettre à la fin des chemins et limiter ton diff ou ton log à certains chemins au répertoire, bien évidemment. Tu peux filtrer en nombre avec moins le nombre. Ici, par exemple, j'ai un log, c'est sur la codebase de Ruby on Rails. Je demande en fait vite fait au log de me sortir les 10 derniers merge, enfin messages de commit qui démarraient par un merge de Aaron Patterson à l'intérieur de Active Record ou de l'Active Model. Tu vois, donc ça, si tu le fais avec une interface graphique, on est encore là demain. Hein. Par contre, là, c'est instantané. Et là où log commence vraiment à envoyer du pâté, alors ça j'adore, je monte un peu la pression parce que c'est le slide d'après. En fait. Tu peux également loguer quand tu logs souvent une branche comme ça, tu sais, avec une divergence, et tu veux voir un peu l'ensemble à partir de là, de ce qu'on appelle le merge base. Et là, tu galères un peu parce que tu es en train de compter, tu sais, pour pas aller plus loin, tu fais moins 20, non, ah merde, c'est un peu pas assez, moins 24, ah, moins 22, tu es en train de faire ton truc. En fait, tu peux très bien demander à Gitlog d'utiliser cette syntaxe que les gens connaissent pas trop avec les 3 points. C'est une syntaxe dite de divergence. Et en fait, elle va te lister, depuis la divergence, elle s'arrête toute seule au merge base, elle va te lister d'abord la première et ensuite la seconde. Donc c'est assez pratique, elle s'arrête toute seule, peu importe si tu en es 10 ou 5 ou 30, elle s'en fout. Vous connaissez GitBlame? Qui c'est qui utilise GitBlame? Eh ben c'est pas bon. D'ailleurs vous le savez, hein, tu sais quand tu fais le GitBlame, en général tu refais une vérif derrière, parce que tu es là, tu sais tout le... D'abord GitBlame ne t'aide que si la ligne elle existe encore. C'est-à-dire que si le problème c'est que la ligne elle est barrée, GitBlame c'est foutu, puisqu'il va t'afficher que par rapport aux lignes existantes. Donc déjà, dommage Eliane. Hein. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais en plus de ça, GitBlame va juste afficher la dernière personne qui a touché la ligne. Si ça se trouve, il a juste viré les whitespace à la fin. Tu vois? Ou il l'a réindenté. Ou il a changé les simples quotes en double quote, tu vois, genre gros gueudin, tu vois. Et du coup, toi, tu vas l'engueuler, et en fait, lui, il va faire la bonne commande, et il va s'apercevoir qu'évidemment, la personne qui a introduit le bug, c'est qui? C'est toi. Donc tu as une double affiche. La première fois parce que tu l'engueules en public, la deuxième fois parce qu'en public, il explique qu'en fait, c'est toi. Donc pour éviter ça et pour aller plus vite, ce que je vais utiliser, c'est des options de Gitlog qui sont moins grand S et moins grand G. Je ne vais pas rentrer dans le micro-détail entre les deux, il y a des articles sur Gitattitude pour ça. Mais en gros, moins grand S et moins grand G, elles filtrent sur les lignes actives du diff, y compris les suppressions. Donc tu peux leur donner un fragment qui dit « moi je voudrais en fait filtrer le log », en général tu vas leur donner un chemin précis, un fichier précis derrière, et tu vas dire « moi je voudrais le log de ce fichier-là, mais seulement sur les diffs qui ont touché effectivement dans leur code, dans leur ligne active, il y a ce segment de texte, voire une expression rationnelle ». Tu peux même, avec le moins grand S, va faire par défaut ce qu'on appelle un pickaxe, c'est qu'il va même se filtrer sur des diffs qui ont introduit le texte ou qui l'ont viré, pas qui l'ont simplement déplacé. Donc ça, c'est un truc de dingue. Et en général, quand tu fais ça, une fois sur deux, tu fais « ouf, putain, heureusement que je fais GitBlame, parce qu'évidemment, c'était pour ta gueule. » Et ça, c'est extrêmement pratique à filtrer. En général, tu le limites à -1 ou -2, parce que c'est vraiment les dernières modifs qui t'intéressent sur le sujet. C'est extrêmement pratique. Et le grand truc de fou, moi, le truc qui m'hallucine à chaque fois, c'est Gitlog -L. Gitlog -L, tu vas pouvoir t'en servir pour choper le log et les diffs d'un fragment du fichier. Par exemple, une fonction ou une méthode précise. Ça torche, ça, hein? Eh ouais. Alors, si ton langage est basé sur les accolades, donc la plupart des langages, mais pas tous, du coup, il se débrouille tout seul, il sait compter ses accolades et tout, donc tu lui donnes juste le nom de ta fonction, en fait, une expression rationnelle qui va matcher des noms de fonctions, et il va regarder dans le code actuel à quelle fonction ça correspond, il va auto-filtrer le log et les diffs qui t'affichent sur le contenu de la fonction. C'est une immense tuerie, chaque fois que tu le fais, tu as envie de danser dans la rue, tu vois. Si tu es sur un langage qui n'a pas les accolades, genre CoffeeScript ou HTML ou des choses comme ça, ce que tu fais, c'est que tu lui donnes un intervalle de lignes. Vous ne le voyez pas là, mais c'est avec des virgules.
tu lui donnes un intervalle de ligne dans le fichier actuel, il va regarder quels sont les marqueurs, genre peut-être head et /head par exemple, et il va suivre l'évolution de ces marqueurs dans le log. C'est une grosse tuerie. C'est encore officiellement expérimental, mais en fait ça marche super bien. Et quand tu le fais en général, ça c'est un peu la frite dans tes collègues, il faut bien reconnaître. Il faut le faire devant ton N+1 pour une augmentation, tu vois, c'est pas mal. Si ton N+1 est technique. Sinon, c'est un peu raté. Alors, des pushish choisis et pas trop fréquents. Arrête de faire commit push, commit push, commit push. Ok, ça porte un nom, ça s'appelle faire du subversion. Hein? Commit push, commit push, commit push, en fait, tu te tires une balle dans le pied à chaque fois parce que c'est trop tard. Une fois que c'est pushé, c'est fini. Tu ne peux pas réécrire l'histoire, qui est pourtant le privilège des vainqueurs, comme tout le monde le sait. Et tu ne peux pas réécrire l'histoire si tu l'as pushé, c'est trop tard. Sauf si tu es tout seul, si tu es vraiment tout seul. Et là, tu commences à faire des push-F, ce qui en soi sent le poisson déjà. Push-F. Push-F, c'est pas une bonne idée. Push-F, c'est pas mal. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Chaque fois que je fais une formation en intra-entreprise, les mecs me disent « Oh putain, on a commencé par virer les droits sur les push-F parce que putain, tout le monde pétait la gueule à tout le monde, c'était génial. » Donc, tu commits souvent, tu commits vite, tu commits pas mal, et 1 à 2 fois par jour max, tu regardes un peu ton historique. Tu le mets au propre, puisqu'il n'existe encore qu'en local. Tu peux très bien faire en sorte que personne ne se rende compte que tu as fait de la merde toute la journée. Ce qui est normal, ce qui est la vraie vie, tu vois, la vie c'est pas simple. Et tu pushes une fois que c'est propre. Donc tu pushes pas souvent, et en plus tu as remarqué par défaut Git, notamment avant Git 2, quand tu pushes, il essaie de pusher toutes les branches que tu n'as jamais pushées de ta life. Et donc tu sais, tu vois, là oui, et ensuite tu es un peu confus parce que tu en as une demi-douzaine d'autres qui te font rejected, tu vois, non-fast forward. Et en plus, nous les Git, tu vois, rejected, c'est quand même un trigger. C'est vraiment un mot qui nous fait mal, quoi. On l'a trop entendu étant petit. Et donc, ce que tu veux pour ça... Ah, ça y est, il y a les souvenirs qui remontent. Hein. Donc, c'était pas au club d'échecs que c'était le problème. Hein. C'était genre en sport. Donc, tu as un réglage comme ça, push default, qui maintenant dans Git 2 est à simple, mais que je trouve un petit peu bête, simple, un peu trop restreint, que tu peux mettre à upstream, anciennement tracking, et qui dit en fait, écoute, tu pushes que la branche courante si effectivement elle a une branche distante associée. Les autres branches, on s'en fout, je suis pas dessus, j'ai pas envie de les pusher. Si tu veux les pusher, tu les pushes explicitement, genre git push origine bidule, parce que tu es sur master. Mais sinon, elle push que la branche courante, et c'est nettement mieux. Par ailleurs, la première fois que tu vas pusher, tu le sais, tu es obligé d'être explicite, tu peux pas deviner. La première fois que tu pushes une branche, tu git push ton remote de ta branche, et tant qu'à faire, tu mets un petit "-u", ou pour ceux d'entre vous qui aiment être lisible, -" set upstream, histoire de lui dire, hey, souviens-t'en, parce que je vais pas te réexpliquer toutes les 2 secondes, tu vois, si j'ai envie d'avoir un truc débile en face, je fais du subversion. Attendez, j'ai pas tapé sur ClearCase, Perforce et tout. Enfin, si t'es dans ClearCase, je veux dire, c'est un peu comme c'est dans Lotus Notes, à un moment, je veux dire, faut pas tirer sur l'ambulance, quoi. Par ailleurs, le réflexe de base, ok, t'as fait tes commits, t'en as plein sous le coude et tout, tu vas les pusher. Réflexe de base, tu regardes un peu ton historique local. Tu fais un petit truc genre ça, là, gitlog, @accolade u accolade point. @accolade u accolade, c'est un raccourci pour upstream, par exemple. C'est la branche remote que tu traques. Par exemple, la plupart du temps, par exemple, si tu es sur, je sais pas moi, feature 12, bah, a priori, c'est probablement origine feature 12. Mais ça, en tout cas, c'est générique, t'as pas besoin, ça va chercher dans ta config, ça regarde quelle est la branche distante. Et donc, ça va te sortir tout ton historique local depuis la dernière fois que tu t'es synchronisé. Tout ce que tu t'apprêtes à pusher. Et probablement, c'est de la daube. Hein. Probablement, genre, tu sais, t'as un truc genre fixis dièse 217, suivi de really fixis dièse 217, suivi de really fixis dièse 217, suivi d'un autre truc, suivi encore d'un 3e sujet, suivi de « Bon, cette fois-ci, dièse 217, on est bon !» suivi de encore le 2e sujet, enfin c'est une sorte de millefeuille avec des tas de couches qui servent à rien, tu vois. Donc quelqu'un qui veut récupérer, genre qui voudrait cherry-picker ton fixe de dièse 217, là, c'est la loose, là, tu vois, quand même. Et puis même pour toi, tu vois, enfin, tout le monde sait que ça arrive, mais ça n'empêchera pas tes potes de se foutre de toi, parce que, dis donc, tu t'es repris à 6 fois et tout, le boulet. Donc, tu vas faire un petit rebase -i. Rebase -i, si tu lui précises pas d'argument, il va prendre l'upstream tout seul, il va t'afficher un script. Je vais vous faire une démo, croyez-le ou non, live, gratuitement et sans supplément. Et il va te permettre de mettre ça au cordeau, de nettoyer tout ça, même de splitter un commit, de regrouper les commits, de les mettre en un seul morceau et tout, c'est trop la classe. Et à la fin, tu pushes un historique, mais de Dieu sur Terre, quoi. Fais-le suffisamment souvent et tu vas avoir plus d'amis. Pas forcément ceux que tu veux, mais plus d'amis.
Et d'une manière générale, ton historique va être beaucoup plus cool. Alors, je vais me permettre de prendre juste 3 minutes. Dans la vraie vie, ça va te prendre un peu plus de temps au démarrage. Hein, mais... 3 minutes pour te faire une petite... Putain, j'ai l'impression que j'ai un piano devant moi. Bonsoir, Paris. Alors, ah, c'est trop chelou. J'ai vraiment l'impression d'être... Alors, tout va bien. Donc, je vais faire une petite démo. Tap. Voilà, nous y voilà. Hop, on va aller dans démo repose. Et normalement, j'ai un Rebase, voilà. Est-ce que tu peux remonter la fenêtre, s'il te plaît? Oh non, tu fais chier, toi. Alors, comme ça va mieux? Tu te sens moins paumé, là, comme ça? Regarde, t'as vu? Regarde, elle s'arrête là, regarde. Regarde, hop, t'as vu? Ça va, tu les vois, là. Ok? Alors, regardez mon historique de base. Tu vois, cet historique, il a pas l'air extrêmement triste, et pourtant, il est naze. Bon, parce que je suis un ayatollah aussi, toi, tu pourrais le trouver parfaitement correct. Mais justement, on est là pour monter ensemble en niveau. Tu vois, dans cet historique, par exemple, j'ai démarré avec une licence qui est la licence MIT. Finalement, j'ai changé d'avis. J'ai décidé que ça serait une Creative Commons. À un moment, j'ai également un de mes avocats de la boîte qui n'a rien compris au film et qui m'a demandé de mettre une clause qui interdit les liens entrants sur le site. Ce qui est sympa, tu vois, c'est genre non Internet. Et donc, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée. Donc, on a fait ce qu'on appelle un git revert, à ne pas confondre avec Dick Rivers. C'est-à-dire qu'on a juste annulé ce commit, mais finalement, c'est un pas en avant, un pas en arrière, donc ça sert à rien. Et sinon, c'est pas trop mal. Tu vois, je vous ai pas fait le coup du je vais vous diviser un commit en deux parce que bon, ça fait un peu trop le générique des X-Files après. Là, si tu veux, cet historique, c'est un peu le bordel. On dirait un petit peu que les gens ont tout pris, mélangé dans un sens, tu vois, comme ça, dans un bogle, et un peu comme le scénario de Pulp Fiction, tu sais. Et donc, ce que je vais faire un rebase -i, et hop, ça va m'ouvrir un script. Alors, tu vois, donc ce script, en fait, c'est pas comme le log, c'est dans l'ordre chronologique. Et par défaut, ça te dit ce que fait Rebase. C'est-à-dire que Rebase, par défaut, cherry pick tous les commits. Tu veux virer les commits, c'est super facile, tu vires les lignes. Voilà. Tu veux réordonner les commits, bah hop là, j'affleure. Et puis là, en fait, je voudrais les fusionner entre eux. Et pas seulement les fusionner tout seul, comme tu ferais pour fixes et really fixes et really fixes, où tu veux garder que le premier message. Hein. À la rigueur, essaie de ne pas fusionner les messages aussi, sinon ça va se voir. La première ligne, ça va, mais si je guide chaud, je vais voir fixes, really fixes dans le même message, tu vois, donc il y a une trace de pneu qui reste un peu dans ton commit. Donc là, c'est pas vraiment ce que tu veux. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle un reword, c'est-à-dire que non seulement je vais fusionner le code, mais je vais retoucher le message, pour que ce soit directement le bon. Voilà. Et sinon, le reste, c'est pas mal, donc je vais sauver, je vais quitter, il va me rebaser tout ça, il va me proposer tout de suite Ah, d'ailleurs, c'est pas reward que je voulais faire un squash, excusez-moi, voilà, quelqu'un l'a remarqué. Donc c'est pas grave, je vais vous montrer qu'un rebase interactif, tu peux le faire en autant de couches successives que tu veux, hein, t'es pas obligé de tout faire d'un coup. Donc là, par exemple, effectivement, je vais juste le laisser tel quel, lui. Et donc, je vais le refaire, parce que c'est pas reward que... Vous voyez que c'est déjà plus tout à fait le même historique, hein, il a viré les incoming. En fait, ce que je voulais faire ici, c'est un squash. Hop, et voilà, et en fait, je vais juste mettre directement le bon message. Voilà, ça c'est pas mal. Hop! Regarde mon historique comme il est trop propre, tellement je suis trop beau gosse. J'ai tout bien fait du premier coup. Enfin, en tout cas, tel que mes... Tu vois, et là, tu peux y aller. Allez, git push, on s'en fout, regarde un peu comme c'est nickel, mon travail local. Donc, tu peux très bien avoir un historique. D'une manière générale, ça retouche à une des grandes vérités de Git, qui est que c'est pas grave. Hein? Tu fais de la merde, on est au courant, Git est conçu pour. Donc, si tu l'as versionné une fois dans ta vie, c'est fini, tu peux plus le paumer, c'est pas grave. Hein? Par ailleurs, la plupart d'entre vous utilisez le pool standard. Et le pool standard a une immense tare dans la vie, c'est qu'il merge. Pool, par défaut, c'est une commande de porcelaine, comme l'a signalé Nicolas, qui est elle-même d'ailleurs par-dessus deux autres commandes de porcelaine, c'est-à-dire fetch, qui est vraiment la récupération à proprement parler depuis le remote, et merge, hein, elle va merger l'upstream. Et c'est super débile, parce que vous connaissez tous, hein, vous avez tous regardé votre graphe, hein, et puis du coup vous y faites plus du tout attention, parce que c'est le bordel. Hein. Tu sais, push, non, ah merde, pull, push, hein, voilà, c'est à tel pull push, en fait, hein, c'est à tel point que, genre dans Visual Studio, t'as pas pull et push, t'as directement les deux, ça porte un nom, ça s'appelle sync, tu vois, c'est directement, ça pull et ça push, direct, et ton pull merge, et du coup t'arrêtes pas de jouer à saute-mouton avec tes collègues sur la même branche, tu sais, t'arrêtes pas de rebrancher sur toi-même, tu passes ta vie à voir la branche bidule qui merge la branche bidule from origin. Et du coup, ton graphe, c'est à la fin, on dirait que tu regardes Star Wars en ASCII art, tu sais, t'as des dunes partout. C'est tout pourri. Et tu veux absolument pas... Du coup, tu regardes plus ton graphe. Alors ton graphe, il devrait être nickel, et dans ton graphe, tu devrais voir un merge quand toi, t'as explicitement décidé de fusionner une branche.
Et le reste du temps, ça devrait être des lignes droites. Voilà. Et donc pour ça, ce que tu veux, c'est que dans le pool, en fait, au lieu de faire un merge, il fasse un rebase, parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu veux faire. Tu veux dire, alors attends, il y a du nouveau boulot là-bas, Caprio, parce qu'il a déjà été pushé, et moi, je voudrais prendre mon historique local et le rejouer par-dessus. Genre, en fait, je l'avais fait après lui, tu vois, et on était tous potes, et on travaillait tous en séquence, ce qui finalement est ce qui se passe dans Visual Source Safe. C'est-à-dire qu'effectivement, genre, je voudrais bosser sur machin. Ah non, machin, il a levé où? Ah bah merde, il est où? En vacances. Ok. T'as encore des tas de systèmes qui fonctionnent comme ça, un verrouillage pessimiste. Donc, pool, tu peux lui demander de faire un rebase. T'as un réglage qui s'appelle pool rebase, qui a été introduit dans Git 1.6, je crois. Et qui lui dit, bah non mec, au lieu de faire un merge, tu feras un rebase. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, le seul valeur possible c'était true. Et il y avait un bug dans true, c'est que rebase par défaut, quand il rencontre un commit de merge, parce que par exemple en local tu as fusionné effectivement volontairement une branche, et donc ça fait partie du travail que tu vas vouloir rejouer dans le rebase, eh bien il inline, c'est-à-dire qu'il ignore complètement le merge, il prend tout ce que tu as mergé, il le met en ligne droite dans ton code. C'est l'horreur. La première fois que ça t'arrive, tu pleures des larmes de sang. Et depuis Git 1.8.5, ce qui est la raison pour laquelle vous devriez tous être au moins sur Git 1.8.5, qui date déjà, donc, depuis Git 1.8.5, on a un réglage pull rebase preserve, qui fait en fait en interne un rebase -p, qui va lui dire, écoute mec, quand tu rencontres un merge, tu le gardes en tant que merge, et tu me fais pas chier. Et donc je vais faire une petite démo de ça, vous allez voir, c'est merveilleux. Bonsoir, pareil. Franchement, c'est déstabilisant. Et on va regarder cette petite démo-là, tu vois, donc là par exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai du taf en local, d'accord, tu vois, il y a une branche topic sur laquelle manifestement il y a du boulot, hein, ça n'a pas du tout l'air d'être du faux boulot d'ailleurs, hein. Ça a l'air d'y avoir tellement pas de boulot qu'on dirait les emplois fictifs de la mairie de Paris. Et en fait, là si je push, je vais me faire tuer, tu vois. Ah, tu le connais bien ce message, hein. Il est marqué rejected, automatiquement tu réagis comment? Tu fais un pull. Pull. La plupart des gens, mais c'est même pas le push sans le pull en fait, hein, c'est pull push de base, c'est une nouvelle commande, pull push. Et en fait là, si je pull sans le rebase, ça va me faire un merge tout dégueulasse, hein, juste démonstration. D'ailleurs non, parce que je vais volontairement faire un pull moment no rebase, parce que j'ai des réglages qui vont le forcer, mais toi c'est ce qui se passerait. Regarde un peu comme c'est tout dégueu, tu vois, hop, ça a fait des sauts dans tous les sens, ça a remergé origin master et tout est une deuxième branche que personne ne m'a rien demandé, alors qu'en fait c'est la même. Donc c'est pas ce que tu veux, donc là je vais faire une commande que tous les formateurs Git utilisent tout le temps, hop là. T'as vu mon prompt, il me dit que moi j'en ai 7 que lui n'a pas, mais que lui, remote, en a une que moi j'ai pas, parce que j'ai un beau prompt, il est comme ça, c'est mon ami, on se fait des week-ends ensemble et tout. Et en fait, tu vois qu'effectivement, si je regarde un peu la totale, voilà, il y a Origin Master qui a bossé là, pendant ce temps-là, tu vois, il est tout en haut sur la gauche là. Et moi, pendant ce temps-là, il y a mon master, je voudrais le rejouer. Alors, j'ai une configuration là qui est en vigueur, qui est git config pull rebase, mais tu vois, elle est juste à true. Hein, ça, c'est genre quand t'as presque correctement lu la doc. Et tu vois que si je pull, en fait, ça va juste faire un rebase, là, au niveau pull, il n'y a plus rien à faire, j'ai déjà tout ce qui vient du serveur. Ah là là, quand tu les vois étape par étape comme ça, c'est pas bon. Hein. Regarde un peu mon log. Ah bah, il est où mon merge? Ah bah, il s'est fait aplatir la gueule. Hein, on dirait Garfield un peu. Donc, c'est pas ça que tu veux en fait. Hop là. Ouais, mais il va comprendre, non? Je crois pas. Et en fait, je vais faire la bonne configuration qui est preserve. Et là, je vais faire un pull. Et là, tu vois, il ne s'affiche pas tout à fait pareil. Et regarde un peu la classe mondiale. C'est-à-dire que, en fait, je suis reparti du Origin Master à jour. Alors, attends, où est mon curseur? Parce que là, c'est sympa. Curseur. Ah, le voilà. Oh, il est tout petit. Il est reparti du Origin Master à jour qui est là. Enfin, pardon, le Recent Masterwork qui est au-dessus, là, que moi, j'avais pas. Il est reparti de là. Et il a rejoué mon travail, que merge compris, par-dessus. Donc la seule fusion que j'ai dans mon graphe, c'est une vraie fusion que j'ai voulu faire moi. C'est pas un truc pourri à coup de poule. Donc si tu ressors un truc de ce soir, tu rentres chez toi, c'est git config pull rebase preserve. Franchement, hein, pas de sauver la live. Hop, on va également parler des branches. C'est fini pour les démos, ça y est, je vais plus être là. Mieux voir les branches. Tout le monde utilise git branch, hein, git branch, cette commande-là. La plupart des gens ne savent pas qu'elle a des modes verbose qui sont cool. Et donc quand tu git branch, ou que tu git branch -1 ou -r ou -l, tu vois juste les noms.
hein, et puis tu as une étoile ainsi que du vert sur la branche active. Mais -V va t'afficher les abréviatifs chien et les premières lignes des messages et le tracking. -VV va même te rajouter ce genre de petits détails du style « Oh, mais dis donc, t'as un commit de plus que origine machin. Hein » Donc en fait, tu devrais jamais utiliser autre chose que -VV, quoi. Ou -VV en tous les cas, si tu veux le code. Parce que pourquoi travailler à l'aveuglette? Tu sais, c'est genre moi je m'en fous, je fais du golf handicap 8, etc. Pourquoi te priver, quoi? Au niveau des fusions, là je vais aller un petit peu plus vite, vous retrouverez ça, il y a un article de fond, vraiment de fond sur GitAttitude qui s'appelle « Enfin comprendre merge face à rebase » et pourquoi, dans quel cas, lesquels, comment, et fast forward, pas fast forward et tout, donc je ne vais pas rentrer là-bas dans le détail, parce que c'est un petit peu ardu, et la compression de 2 minutes, je vais juste vous laisser avec le cerveau qui dégouline, ce qui est déjà un petit peu le cas. Mais d'une manière générale, il y a des cas de figure où tu vas vouloir... vous savez que merge, par défaut, s'il s'aperçoit qu'en fait tu merges un descendant direct, genre t'es le tout premier qui va remerger la branche, tu vois, qui remerge sur master, c'est un descendant direct, et donc par défaut merge va faire un fast forward, c'est-à-dire qu'il fait « Ah mais regarde, c'est trop simple en fait, je décolle l'étiquette, je remets l'étiquette. » Ta-ta. Et le problème, c'est que tu vois plus du tout où a démarré la branche, par exemple. Hein, donc quand c'est une branche qui a vocation à être transparente, c'est cool, mais si c'est une branche qui est connue, qui est identifiée, du style il y a un ticket associé, il y a une feature, un sprint, machin, etc., tu veux en général garder cette bosse bien définie qui dit de la branche d'où elle va, jusqu'où elle va, etc. Et donc là tu lui interdiras le fast forward avec NoFF, qui ne veut pas dire que tu n'aimes pas Firefox, hein, mais qui veut dire que tu ne veux pas de fast forward. Le cherry picking, qui ici ne connaît pas le cherry picking? Oh la vache! Ok, le cherry picking c'est trop cool. Le cherry picking, c'est ce que tu vas utiliser quand tu veux récupérer un bug fixe ou un fixe de quelque manière que ce soit. C'est-à-dire toutes les fois où tu veux récupérer un commit, mais sans te fader tout ce qu'il y avait avant lui, quoi. Tu veux récupérer juste ce commit qui est dans la branche de QA ou la branche de feature, machin. Tu veux pas merger tout le bordel qu'il y a avant, qui de toute façon est en conflit de monstres avec toi et qui n'est pas fini. Tu veux juste ce commit-là tout seul. Hein. Donc vous faites quoi? Vous faites genre un gros git show pour choper le diff, essayer de le réappliquer à la main, comme ça, à travers des cerceaux en flammes sur un pied en marche arrière. Donc tu fais git cherry pick, tu lui files n'importe quoi qui identifie un commit, bim, ça le prend, ça réapplique le patch. Il y a peut-être des conflits, mais juste sur ce commit-là que tu vas traiter. C'est trop de la balle. Tu as même des commandes derrière avec git cherry, mais surtout avec le gitlog -cherry, qui vont te permettre de lister dans ce qu'on va appeler des upstreams, c'est-à-dire en fait dans d'autres branches qui jouent le rôle de source, qui vont te dire, alors celui-là, tu l'as pas encore cherry-piqué, celui-là si, celui-là non, celui-là si, etc. Indépendamment du message, en fait. Ils vont regarder les empreintes, ils vont voir si c'est les mêmes. Donc ça va te permettre de filtrer. Arbitrer un conflit, bah, des fois tu as des conflits, bah oui, hein, tu as des conflits des fois. Hein. T'en as vachement moins qu'en sauveversion quand même. Mais t'en as, des fois ça arrive, hein, je veux dire, si machin, il a modifié le title de ce côté-là, et toi aussi, il va y avoir un conflit, hein, c'est comme ça. La plupart des gens, quand ils ont un conflit, ils pleurent un peu leur mère, parce que voilà, on est tous des pacifistes, et puis aussi parce que personne, déjà, en général, personne t'a appris la gestion de version. Hein. Ceux d'entre vous qui ont été faire vaguement des études d'informatique de près ou de loin, y compris tu sais, les BTS IG qui sont enseignés par des profs de maths qui n'ont jamais appris l'info, et où tu fais du Java sous Notepad, ce qui est un peu la torture ultime, tu vois. C'est un peu le truc, et où on te fait réimplémenter les listeliers, ce qui sert à rien, mec, Java utiliste, merde. Enfin, eh bien, on t'a certainement pas appris la gestion de version. De toute façon, la notion de gestion de version vient de rentrer cette année au programme des BTS. Donc tu as les profs de maths qui savent même pas ce que c'est que l'informatique, qui enseignent en BTS, on leur dit « Bah Git, tu connais ?» Non. « Ah bah tu l'enseignes ?» Non. Donc ok, c'est chaud. Faut dire que le ministère de l'Éducation a mis les budgets, il a mis 1 000 € à l'échelon national pour former 39 000 personnes sur Git. Décollez pas, c'est vrai. Hein. Je sais parce que c'est moi qui suis venu voir. Donc, et là, tu les regardes, tu fais... Et donc, on t'a encore moins enseigné, même si on t'a appris un peu Git, tu vois, peut-être t'es étudiant à 42 et on essaie de te... Enfin, on t'a pas appris Git, on t'a mis dans les tranchées tout nu, sous l'eau, sans respirer, on t'a dit... C'est comme la Matrix, ça va venir. Okay. Mais non. Par contre, j'aimerais bien respirer. Et on t'a encore moins appris à gérer les conflits, alors que la méthode, elle est claire, elle est tellement claire qu'elle est même dans le git help merge. Sauf que je viens de dire qu'elle est dans la doc, et comme tu lis pas la doc... Première chose, tu status, parce que souvent, en fait, il y a une fausse alerte. Tu vois, souvent, on te fait « Oh merde, il y a un conflit », tu git status, et en fait, il y a 99 fichiers qui ont bien mergé, il y en a juste un qui fout la merde.
déjà ta journée s'est considérablement améliorée. Tu vois. Et là, tu vas regarder en fait, soit dans ton éditeur, il y a des gens qui utilisent des Git Merge Tool aussi, qui configurent un Merge Tool et qui utilisent un petit graphique, genre Pformerge ou Meld ou ce que tu veux, pour arbitrer le conflit pour eux. Tu le git add pour indiquer qu'il est fini, c'est un peu comme si tu le cochais, puis au bout d'un moment, il n'y a plus que du stage, et tu n'as plus qu'à finir ton commit. Et c'est tout. Alors, pourquoi se faire chier, hein? Les conflits ressemblent parfois à ça, genre chez toi, chez lui. Hein. Moi, j'utilise souvent un réglage qui est le div3 qui va m'afficher chez moi, chez lui, et dans notre ancêtre commun. Parce que souvent, avant la divergence, en fait. Souvent, ça m'intéresse, ça. Sachant que tu peux voir les snapshots, comme toujours, c'est-à-dire le fichier complet, celui chez lui, enfin chez toi, celui chez lui, et celui dans l'ancêtre commun. Alors ceux-là, il y a des tas de manières plus lisibles de le faire, mais celui-là, par contre, il n'y a que 2.1 comme syntaxe. Hein. Ouais, tout le monde fait 1m92 là-bas au fond, donc vous voyez bien que c'est 2.1. Mais il y a les slides seront en ligne, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils sont déjà en ligne. Le log de la divergence aussi, bon ça c'est du détail. Oh, des fois tu lâches l'affaire, hein, des fois c'est pas possible. Hein. Des fois il te manque l'info en fait. C'est-à-dire que des fois vraiment tu sais pas comment arbitrer, puis machin il est en RTT, tu vois. Parce que tu es dans une boîte qui a les RTT. C'est pas toujours une bonne idée. Et du coup tu merges moment abort. Hein, tu dis bon bah on va lâcher l'affaire, on va revenir à là où on était avant. L'intérêt du merge moment abort par rapport à des enfoirés qui font genre reset hard, tu vois, tellement ils sont vénères, c'est que merge moment abort va laisser les modifs que tu avais en local quand tu as démarré le merge, plutôt que de tout resetter par rapport au même. Donc merge moment abort est ton ami. En plus tu as la même chose avec Rebase. Qui ici connaît re? Pas beaucoup. Hein. Alors re c'est trop cool. Did you just raise your hand? I was like, yeah, duh. Alors ça, le nom est débile. C'est re. T'imagines en anglais, ri? Ouais. Parce que nous, ri en France, c'est riri, fifi loulou, c'est the nephews of Donald Duck. Like, what the, I don't even. Et re, en fait, regarde bien, reuse recorded resolution. Est-ce que ça vend pas du rêve, ça? Putain, on dirait un commercial à un dibattant. C'est re, c'est genre quand tu résous un conflit, il prend l'empreinte avant-après, et les fois suivantes où ce même conflit débarque, il le résout pour toi. Est-ce que c'est pas la grosse classe mondiale à Dallas? Il y a eu un gros article récemment sur Git Attitude qui va vraiment en profondeur là-dedans, donc là je vais speeder parce que vous avez tous envie de pizza. Mais c'est bien les pizzas que je vais arriver là-bas, je ne vends pas du rêve, non c'est bon. Et en fait, c'est un réglage, donc le fait que re soit actif, c'est soit parce que tu as le réglage re enabled qui est actif dans ta config, soit parce que dans ton dépôt, dans ton point Git, il y a un dossier RR cache qui aurait été là parce que re était enabled à la base, même si tu l'as désactivé ensuite, ça suffit pas. Et en fait, du coup, tu vas voir que quand tu vas... Je sais pas si j'ai des slides qui le montrent, non, juste une démo. Ça va être quand on va vous faire la démo, là, parce qu'il faut que je fasse un truc nickel, donc je vais le zapper, mais vous avez un article extrêmement détaillé sur Git Attitude là-dessus. Et du coup, quand tu as un conflit, peu importe la raison, peu importe la commande, peu importe même les fichiers sur lesquels ça a lieu, il prend une empreinte, snapshot complet d'avant, et quand tu le résous, donc vraiment tu finalises, tu fais ton rebase moment continu, ou tu fais ton commit en fin de merge, ou des choses comme ça, ou en fin de cherry pick, au moment de la résolution, au moment du commit, il prend l'empreinte de la résolution. Et ça va te permettre notamment d'éviter de faire des merges de contrôle. Donc je vais juste prendre une minute là-dessus. Quelqu'un voit ce que c'est les merges de contrôle? Tu sais, c'est ce qui se passe quand tu travailles pendant 2 mois et demi sur une branche. Et tu sais, chaque jour qui passe, tu as de plus en plus les boules à l'idée du merge. Tu le vois venir celui-là, hein? Chaque jour qui passe, tu fais « Ah putain ». Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu merge master dans ta branche. Tu sais, pour alléger la pression, c'est comme la soupape dans la cocotte, tu vois, tu fais hop. C'est toujours ça de prix, tu vois. Tu te dis, bon, ok, j'avais 3 conflits, mais au moins maintenant c'est fait. Le problème, c'est que tu l'enlèves, en fait, ce merge. Parce qu'évidemment, si tu l'enlèves, bah, tu le resets. La fois suivante, quand tu vas retenter le coup, tu vas devoir te les refader, les arbitrages. Donc tu le laisses, et à la fin, tu as une espèce de graphe en nervure d'arbre, comme ça, toute dégueu. Hein. Alors que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand il y a un merge, c'est un vrai merge, c'est le merge final de la branche. Donc re va te permettre d'éviter ça, parce que si re est actif, tu fais ton merge de contrôle, de master ou développe ou n'importe quoi dans ta branche, tu as les conflits, tu les arbitres, tu commits. Il s'en souvient, tu resets moment hard rejet pour oublier ton merge de contrôle, tu continues ta vie, la fois suivante quand tu vas faire ton merge de contrôle, re va réappliquer toutes les résolutions que tu avais déjà faites, il va te laisser que les nouveaux. Etc. Et ouais, va voir, tu auras les graphes et les exemples sur l'article. Et ouais. Bon, en même temps, rassurez-vous, c'est là que depuis 4 ans. Hein. Voilà, on va en savoir plus, on va les formations de vous l'avez compris. Et puis, bah merci.